et bienvenue à toutes et tous pour ce tout premier live questions-réponses du MOOC Right, Sex and Education. Donc, je suis Georgina Lepoul et je vais jouer le rôle de médiatrice ce soir entre vos questions et nos expertes. Donc, je vais vous demander, pour faciliter toute cette session, de poser toutes vos questions à l'écrit, soit dans la conversation Zoom, soit sur le Facebook Live, et ma collègue me les transmettra sans problème. Donc, je vais poser pour vous des questions à nos expertes que nous avons ce soir, parce que oui, c'est 3 expertes que nous rassemblons. Donc, les 3 expertes qui ont participé à l'écriture de sous-modules, des modules 1 et 2 du MOOC. Donc, nous avons Maître Ingrid Géret, avocate spécialiste des droits humains et des dommages corporels. Isabelle Mignot, psychologue clinicienne. Non, Joël. Joël, je dis Isabelle. Joël Mignot, 2 personnes différentes. Joël Mignot, psychologue clinicienne et sexologue, et Isabelle Dacosta, vice-présidente de l'APF et personne experte en situation de handicap, autrice de la première BD que vous avez vue cette semaine. Donc bonsoir à toutes les 3 et merci d'être ici pour répondre aux questions de nos apprenantes et de nos apprenants. Donc, nos apprenants et apprenantes ont commencé le MOOC depuis 10 jours maintenant et ont eu accès aux 2 premiers modules. Pour information, vous êtes presque 3000 à avoir commencé à suivre le MOOC, donc on est très contents et on a reçu plein de questions. Les 2 premiers modules, pour rappel, traitaient d'abord du lien entre les droits humains et la santé sexuelle, et le 2e module sur l'éducation à la santé sexuelle et l'adaptation des interventions. Donc, première question pour mettre en jambe, je pense que c'est plutôt pour Ingrid. On nous dit on parle de droits humains et de santé sexuelle, mais est-ce que les droits sexuels existent vraiment? Merci Georgina pour cette introduction. Alors, bon, c'est une question qui revient un peu régulièrement et qui n'a pas une réponse extrême, pas tout à fait simple. En fait, pour essayer d'expliquer, c'est ce qu'il y avait dans le cours, c'est qu'en fait, en réalité, les droits sexuels sont les droits humains qui existent, qui sont universels, et que l'on applique à la santé sexuelle ou à la sexualité. Donc, en fait, les droits sexuels, c'est les droits humains appliqués à la sexualité, mais ce n'est pas une catégorie autonome de droits. Ce n'est pas une invention, une nouvelle catégorie de droits. C'est vraiment la déclinaison des droits humains appliqués à la sexualité, à la santé sexuelle. Très bien, ça me paraît plutôt clair. Il faudrait qu'on l'écrive et qu'on l'inscrive dans le groupe Facebook. Il y avait quelqu'un qui nous posait aussi la question, qui disait donc les droits humains sont censés être appliqués partout et pour tous. Est-ce que quand on y fait référence réellement devant les juges, quelle est la réponse? Est-ce que c'est réellement pris en considération de manière systématique ou est-ce qu'il y a parfois des freins? Ça dépend des magistrats, hein, bien évidemment. Quand même, il y a une attention particulière qui est portée aux droits humains parce qu'on est sur une catégorie de droits un peu supérieurs, universels, et qui sont inclus non seulement en adaptation déjà dans les lois, qui sont censés être appliqués dans les lois au niveau national, mais que l'on retrouve aussi au niveau des constitutions des États, et puis ensuite dans les traités régionaux, traités internationaux. Donc, il y a quand même, en principe, un respect des droits humains et une application de ces droits humains issus de ces traités ou de ces conventions. Donc oui, pour répondre en règle générale, dans la plupart des cas, ces droits sont appliqués. Je crois que la question est pour Joël. Quelqu'un qui nous demande pourquoi parle-t-on d'approche freudienne et pas d'approche scientifique? Donc je pense qu'en d'autres termes, est-ce qu'il y a une autre approche que l'approche freudienne et si oui, laquelle? Alors, en fait, moi j'ai fait corriger d'ailleurs alors je ne sais pas si ça a été fait, mais moi je voulais qu'on mette approche psychodynamique déjà, plutôt que approche freudienne. Donc j'avais demandé à ce qu'on le corrige. Bon, je ne sais pas si ça a été fait finalement, parce que l'approche psychodynamique, elle n'est pas uniquement freudienne au sens de ce que Freud a pu écrire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais aussi il y a toute
je dirais, la veine psychanalytique qui a suivi, tous les psychanalystes qui ont suivi, et puis aussi d'autres courants, par exemple les courants autour de l'attachement, les courants autour maintenant de la neurophysiologie, puisque effectivement maintenant on est plutôt dans des approches plutôt globales et pas seulement uniquement psychanalytiques. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne ce module-là, moi, je suis intervenue en tant que psychologue et pas en tant que neurophysiologiste. Ce n'est pas du tout ma formation. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il se passe plein de choses dans le cerveau des enfants et des adultes aussi d'ailleurs, et que toute la neurophysiologie, l'évolution du cerveau est très, très importante et qu'il y a des travaux qui sont communs entre l'approche plus psychodynamique, psychanalytique, mais surtout psychodynamique, voire par exemple de la psychologie positive, enfin il y a d'autres courants, et puis les approches scientifiques pures qui sont plus du côté de la physiologie et de la neurologie. Donc voilà, on sait bien que tout ça est aujourd'hui en mouvement, et heureusement d'ailleurs que les communautés échangent, etc., et qu'on n'est plus maintenant dans des cases. Ceci dit, cette partie-là, cette partie du MOOC, ce qu'on m'avait demandé à moi, c'était justement de parler plutôt de l'évolution de l'enfant dans la dimension psychologique et donc psychodynamique. Et c'est vrai qu'au niveau de la sexualité, c'est quand même la psychanalyse qui est un modèle. Il n'y a pas beaucoup d'autres modèles au niveau de la sexualité, sur l'évolution de la santé, de la sexualité humaine. Donc voilà, et puis c'est aussi ma formation, donc c'est pour ça que je le revendique. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors après, l'approche scientifique, la science, il y a beaucoup à dire là-dessus. Qu'est-ce qui est scientifique et est-ce que les approches justement psychanalytiques peuvent se référer à la science? Ça, c'est une vraie question. C'est une question qui souvent est reprochée d'ailleurs aux psychanalystes de ne pas être du côté d'une science qui est du côté des preuves, mais on sait très bien aussi que la subjectivité existe, et en tout cas moi je le revendique, et que ce ne sont pas que les preuves qui font qu'on existe dans une pensée évolutive, et voilà, donc je crois qu'il faut considérer ce module-là comme disons une façon d'envisager la sexualité humaine, mais qui est quand même une base très importante dans l'évolution de l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Pour toutes vos questions, si vous pouvez les inscrire dans le chat à l'écrit, comme ça on pourra poser les questions de tout le monde et ça pourra fluidifier la conversation, et je les poserai à l'oral pour vous si vous le voulez bien. Alors je vois qu'il y a ici, je ne sais pas qui est-ce qui écrit « La psychanalyse n'est pas une science ». Au contraire, il a été démontré que ça ne fonctionne pas. C'est très décevant de ramener des théories fausses. Alors, évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Personne ne dit. Il suffit de regarder en ce moment En thérapie. Je vous engage à aller voir cette série qui est absolument magnifique. Et vous verrez que la parole et le travail sur l'inconscient, évidemment, ce n'est pas une science au sens scientifique pur, parce que ce n'est pas une science dure, bien entendu. Mais dire que c'est une théorie fausse et que ça ne fonctionne pas, c'est aussi du dogme. Alors, on a une autre question plus pratique. Quand on intervient au sein d'un groupe large avec des différences importantes dans les acquis et les maturités, comment faire? Doit-on se baser sur ceux qui ont le moins de connaissances et faire attention à ceux qui ont une maturité psychosexuelle la moins développée, au risque de ne rien apporter aux autres? Question, si l'une de vous a une réponse, plutôt peut-être Joël ou Isabelle. Peut-être. J'ai pas bien saisi la question. La question, pour les personnes qui interviennent au sein d'un groupe large sur la question de la santé sexuelle, Mais... on constate des différences importantes dans les acquis et les maturités, et notamment dans la maturité psychosexuelle, pardon. Comment faire, sur quoi se baser? Donc là, doit-on se baser sur ceux qui ont le moins de connaissances et vraiment prendre en considération ceux qui ont une maturité psychosexuelle la moins développée, mais au risque de ne rien apporter aux autres? Mais par rapport à un groupe d'enseignement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui interviendrait sur la question de la santé sexuelle auprès d'un groupe large. Ah, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'on transmet, et puis il y a aussi ce que chacun connaît de sa propre vie sexuelle. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais
c'est sûr qu'on n'est pas tous au même niveau d'expérience déjà, et puis d'âge déjà aussi, et puis de maturation. Donc, et on sait bien que comme j'en défends l'idée, la sexualité humaine, c'est une construction, donc on n'en est pas tous au même point, bien entendu. Alors après, quand on s'adresse à un groupe, c'est vrai que c'est une question qui peut être compliquée parce que il faut essayer d'avoir un discours qui puisse être compréhensible par tout le monde. Mais chacun y prendra aussi ce qu'il peut y prendre. On sait très bien, moi je dis souvent quand j'anime des groupes, en particulier, bon, je fais beaucoup de formations. Vous savez, bon, ma spécialité, c'est l'hypnose, donc je fais souvent de formation hypnose et prise en charge en sexologie. Et je dis toujours dans mes groupes que la sexualité, c'est vraiment ce qui nous regroupe tous, c'est un fil que nous connaissons tous, plus ou moins dans nos expériences, plus ou moins dans les choses qu'on a pu vivre, suivant aussi là où on en est dans sa vie. Mais c'est quand même un point commun. On a tous une sexualité, tous, absolument tous. Active, pas active, vivante, pas vivante, avec un partenaire, sans partenaire, avec plusieurs partenaires. Enfin, on peut avoir des sexualités très, très diverses, mais on en a tous une. Donc, ça nous touche forcément toujours au plus profond cette question de l'éducation à la sexualité. Et c'est vrai que quand on est du côté de l'enseignant, on doit aussi prendre en compte ça. Et il y a quand même des choses importantes à savoir, c'est que par exemple, quand on a un groupe, on a effectivement des gens qui ont toutes des expériences, mais on est aussi... Et donc, aussi ce qui se passe, parfois accompagner certaines personnes qui se posent des questions très précises, c'est aussi, ça s'appelle la dynamique du groupe, et ça s'apprend quand on est enseignant et quand on est, c'est aussi une autre expérience, hein, c'est la gestion du groupe. Mais quand on parle de sexualité humaine, on parle pas c'est pas la même chose que de parler d'informatique. Si je peux rebondir, Georgina, je pense que quand on a un groupe, de toute façon, on part des bases, mais aussi il y a un échange entre les personnes. Donc c'est ce que dit Joël. Donc on apprend aussi avec les autres. On n'apprend pas que de l'enseignant. C'est une dynamique entre les personnes qui sont présentes. Donc tout à chacun va apprendre aussi avec les personnes présentes. Très bien. Mais on a une question, je pense, qui rebondit un peu là-dessus. Quelqu'un qui demande lorsqu'on intervient auprès de personnes en situation de handicap, y a-t-il une manière ou un outil pour mesurer ou aider à comprendre la maturation psychosexuelle? Donc, Isabelle, Joël. J'aime pas beaucoup, moi, parler d'outils pour mesurer la maturation sexuelle. Je pense qu'au contraire, il faut déjà comprendre quelle est cette maturation et avancer avec la personne. Dans le handicap, il y a des difficultés qui sont rencontrées dans le quotidien. Et parfois, c'est pas qu'une question de maturation, c'est aussi une question de construction. Qui est liée au corps, à la perception de la personne, à la manière dont elle voit aussi le monde et comment le monde la voit. Donc, c'est un ensemble sur ces sujets-là. Et limité qu'à cela, ça ne permet pas à la personne en situation de handicap, en tout cas, de se développer. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ces questions, ces deux questions, parce que je pense que c'est des questions qui se rapprochent finalement. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Comment on pourrait les préciser ces deux questions-là? Parce que est-ce que c'est simplement pointer la difficulté d'enseigner l'éducation à la sexualité, avec par exemple la difficulté que ça peut représenter justement face au groupe avec des personnalités différentes, des expériences différentes, parfois des gens qui ont vécu des traumatismes, par exemple, dans les groupes. Moi, ça m'est arrivé parfois de me retrouver dans des groupes, de parler de sexualité et de me rendre compte que ce que je disais était très précisément en train de toucher quelqu'un de précis, alors que je n'en avais pas l'intention. Mais je voyais bien que c'était quelque chose qui, voilà, surtout quand on parle d'agression, d'abus ou de trauma, etc., etc. Donc, on sait très bien que si on est un groupe de 40 personnes, on a quand même des chances d'avoir dans ce groupe-là des personnes qui ont vécu des choses très difficiles au niveau de la sexualité. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais ça peut être vrai pour souvent un nombre assez important.
Donc, voilà. Alors, est-ce que ça pose la question de la difficulté de l'enseignant, du formateur, que vous êtes peut-être tous là derrière vos écrans? Ça, alors, je pense que ça ramène à une chose, ça ramène à la supervision, c'est-à-dire dans ces cas-là, eh bien, effectivement, il faut essayer de trouver aussi des lieux où vous pouvez vous-même parler de vos difficultés. Hein. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la psychanalyse tout à l'heure et la critique qui a été faite, c'est la psychanalyse qui a permis ça quand même. Hein. C'est quand même des gens comme Michael Balint ou d'autres qui ont inventé la supervision et le rôle de l'inconscient dans le lien. Donc, c'est pour ça que bon, je peux comprendre qu'on peut avoir parfois une espèce de haine ou en tout cas critiquer parce que ce n'est pas evidence-based medicine, mais ça ne le sera jamais de toute façon. Mais en même temps, c'est quand même ces approches-là, psychodynamiques en général, qui justement ont mis en évidence la capacité de chacun de pouvoir mettre des mots sur les difficultés et en particulier, bien entendu, quand on touche la sexualité, c'est encore plus sensible. Donc la supervision, c'est quand même, en individuel ou en groupe, c'est quand même une solution pour pouvoir prendre de la distance par rapport à l'éducation que l'on peut proposer, même si on n'est pas thérapeute. Hein, si on ne fait que de l'éducation, on est aussi en face de la psyché humaine, on est en face des souffrances des autres, on est en face parfois des surprises, on est en face de l'agressivité des autres aussi. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on parle de sexualité, parfois c'est de l'agressivité qui nous est renvoyée. Hein. Dans les groupes, ça arrive très très fréquemment qu'il y ait des réactions comme ça, voilà, très. Donc, et tout ça, ça se travaille. Donc, c'est un sujet donc, qu'on va aborder dans le module 4, la place des émotions en tant qu'intervenant quand on parle de santé sexuelle. Donc c'est un petit teasing de la part de Joël, merci. Et une dernière question sur la psychanalyse, je pense. Il y a quelqu'un qui nous demande, concernant la psychanalyse, si les personnes auprès desquelles nous intervenons exigent des interventions fondées sur les preuves, ce qu'on peut appeler evidence-based, que faire? Doit-on ne pas aborder la théorie psychanalytique concernant le développement? Et que reste-t-il sur le plan des connaissances du développement psychologique concernant la sexualité? Alors, l'evidence-based médecine, en ce qui concerne la santé sexuelle, c'est très facile. Il suffit de prendre le DSM-5 et on a comme ça une espèce de panorama de toutes les pathologies sexuelles et qui sont basées sur l'evidence-based médecine. Sauf qu'aujourd'hui, on évolue énormément. Enfin, de toute façon, depuis longtemps, c'est pas seulement aujourd'hui, mais même la question de l'evidence-based medicine par les scientifiques eux-mêmes est remise en question. Par exemple, par un courant qui s'appelle la value-based medicine, la médecine fondée sur les valeurs. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la preuve au sens preuve scientifique, bien entendu. Mais nous sommes des humains et justement, tu parlais d'émotions tout à l'heure, Georgina. On sait très bien que même si on peut faire des études scientifiques qualitatives, voire même quantitatives. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir excellent là-dessus sur les études quantitatives et qualitatives. Eh bien, on sait très bien qu'on peut avoir des méthodes scientifiques, mais que quand on aborde les choses du côté du qualitatif, eh bien, on est du côté du subjectif. Et tant mieux, c'est ce qui nous fait humains. Tant mieux. Hein. Alors, question qui n'a... On change de thème. Je pense que ça va être une question plutôt pour Ingrid et Isabelle. On parle dans certains établissements de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que c'est légal d'interdire ça, tout simplement? Je crois qu'on peut répondre ensemble. Hein. On peut toutes répondre. Moi, j'ai une question, c'est juste avant pour préciser la question, c'est entre qui et qui? Les rapports sexuels entre des personnes très dans une institution pour les usagers, parce que c'était à partir du moment où c'est le lieu de vie de ces personnes. En fait, on considère que la chambre est quand même un lieu d'intimité. Hein. Il y a une loi dans le Code civil qui l'indique. Hein. Et comme tout à chacun, lorsqu'on considère que ce lieu de vie est un lieu de domicile et d'intimité, on a tout à fait le droit de recevoir quelqu'un et d'avoir une vie affective et sexuelle, ou en tout cas une relation sexuelle, quelle que soit sa relation.
avec la personne dans sa chambre. Voilà, on ne peut pas effectivement interdire les relations sexuelles entre les résidents à partir du moment où ils sont consentants, ces résidents. Ça fait partie de leur vie privée, de leur intimité, et c'est un droit humain, leur droit à la vie privée, et donc le droit d'avoir des relations, d'entretenir des relations sexuelles entre eux. Donc ça ne peut pas être inscrit dans un règlement intérieur, ça ne peut pas être interdit de la sorte. Alors après, il peut y avoir effectivement peut-être des règles qui peuvent être édictées justement pour préserver cette intimité et cette vie privée, hein, notamment avec des règles qui seraient instituées pour entrer dans la chambre à certains moments pour les soignants, etc. Justement, des règles qui seraient mises en place pour pouvoir préserver cette intimité. Après, par contre, si c'est des relations sexuelles, pas entre résidents, mais avec une personne extérieure, là, ça peut être plus compliqué parce qu'elle n'aurait peut-être pas le droit de rentrer dans l'établissement, qui serait un établissement de prise en charge ou de soins. Là, les règles pourraient être différentes. Mais entre deux résidents, il ne peut pas y avoir d'interdiction comme ça stricte des relations sexuelles. Toute la complicité de vivre en établissement. C'est entre la balance entre l'intimité et la collectivité. Vivre dans des lieux où on a un directeur qui a aussi des responsabilités, et donc tout est difficile parfois à mettre en place, mais je pense qu'il faut à chaque fois séparer la partie collective du lieu et la partie intime de la personne. Et évidemment, après, c'est la difficulté de rentrer dans l'établissement. Et du coup, même si la personne extérieure donc à l'établissement est le conjoint ou la conjointe d'une personne qui vit dans l'établissement? Alors, on ne peut pas interdire la relation en tant que telle, mais on peut édicter des règles pour que cette personne, il y a des moments où elle peut visiter, d'autres où elle ne le peut pas, comme une visite classique, mais en tout cas, on ne peut pas interdire la relation sexuelle en elle-même. On peut encadrer, mais on ne peut pas interdire. Il y a des cas où des personnes se retrouvent en couple et séparées, puisque, et donc oui, pendant la pandémie, c'est arrivé assez souvent, hein, des personnes qui se sont retrouvées un peu isolées de leur conjoint. Et je pense que tout à chacun a essayé de faire au mieux avec les difficultés rencontrées. Mais il y a des horaires, comme parfois dans les hôpitaux, où on peut rentrer et par moments on ne peut pas. Et dans les établissements, ça arrive aussi, malheureusement. C'est vrai qu'en tout cas, pour ceux qui vivent en couple séparément, ça pose un problème. Question très technique qui fait suivre. Existe-t-il des lits doubles pour les personnes en situation de handicap qui vivent en établissement? Alors, les lits doubles, c'est une vraie question. Voilà. On a souvent des lits simples. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'avoir des lits doubles, bien au contraire. Je pense que c'est une réglementation de la sécurité sociale où on a instauré en fait cette idée de lit simple parce que c'était remboursé à 100% et que ça n'allait pas toujours lorsque c'est pour les lits doubles. Et donc, je pense que malheureusement, c'est sûrement à cause de ça qu'il y a des lits simples. Mais au contraire, il faudrait qu'il y ait autant des lits doubles, ou en tout cas le choix pour la personne de le faire. Les lits doubles existent souvent dans les établissements, dans les chambres d'intimité. Très bien. Alors, question, je pense qu'il fait suite. Dans les internats, pour le coup, les jeunes ont-ils le droit d'avoir des relations sexuelles consenties entre majeurs? Entre majeurs. Entre majeurs. Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce qu'on a le droit d'interdire, on va mettre ça à l'envers, des relations sexuelles consenties en internat scolaire entre des jeunes majeurs? Non. Non. Donc c'est pas quelque chose qui devrait être puni si découvert, ou quelque chose qui pourrait être retenu contre les... Non, de la même façon, on ne peut pas leur interdire d'avoir des relations intimes, d'avoir des relations sexuelles à partir du moment où c'est consenti, où c'est entre jeunes majeurs, ou voilà, là, je vois pas, il n'y a pas du tout de difficulté, non. Je ne vois pas la difficulté en tout cas. Très bien. Ah oui, bonne question. Avec quelqu'un qui relève, je pense, un peu l'urgence de l'éducation sexuelle, qui dit, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, former des éducateurs et des soignants, ou les personnes concernées, ou les parents en santé sexuelle? Pour moi, tout le monde devrait être formé. Pourquoi juste une catégorie de personnes? Oui, moi je suis. On s'est beaucoup posé la question avec Thierry à un moment donné de s'adresser aux parents. Hein. Ça a été une vraie. C'est extrêmement compliqué.
Hein. Donc pour le moment, notre MOOC peut peut-être être fait aussi par des parents qui vont, j'espère, en faire quelque chose aussi pour leur relation avec leurs enfants. On peut toujours espérer ça, mais sinon, une éducation sexuelle qui passe par les parents vis-à-vis des enfants, c'est quand même très, très, très compliqué et pour toujours la même raison, c'est la raison de la subjectivité hein, aussi. C'est que justement, les parents, ils ont aussi eux-mêmes une vie sexuelle et alors bon, il y aura certainement des choses à faire et à réfléchir en tout cas pour pouvoir éduquer les parents. Mais c'est pas simple. Pour le moment, c'est l'éducation nationale et puis ce type d'approche comme nous proposons qui pour le moment, permettent cette éducation à la sexualité. Hein, et puis vous tous qui êtes sans doute des éducateurs, hein, mais s'adresser aux parents, on sait très bien que c'est très compliqué. Là, quelqu'un, je pense que c'est qu'il y a des histoires de dogmes derrière, beaucoup. Si je peux me permettre, c'est juste un petit jeu de mots, mais on parle d'éducation nationale, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on éduque les plus jeunes, ce deviendront aussi des parents qui seront eux-mêmes éduqués. Bien sûr, ça c'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est vrai que disons que si on développe l'éducation à la sexualité aujourd'hui et vous êtes tous là pour le faire, et ben vous allez aussi permettre à des parents dans 20 ans peut-être de pouvoir eux-mêmes avoir des approches différentes au niveau de la sexualité, puis surtout de pouvoir accompagner leurs enfants dans leur évolution suivant l'âge et de ne pas anticiper, de pouvoir aussi mesurer le poids de la parole sur le corps de l'enfant, enfin, des choses assez subtiles comme ça et qui souvent mettent les parents un peu dans le désarroi parce qu'ils ne savent pas trop. Hein, bon, mis à part les questions des petits sur la façon de faire les bébés, souvent les parents ne savent pas trop comment aborder toutes ces questions-là. Donc, vous allez former peut-être les futurs parents. Voilà. Mais justement, quelqu'un qui remarque que parfois il y a un décalage entre la maturité de l'enfant qui est perçue par les parents, qui peuvent être et qui peuvent finalement avoir un regard assez infantilisant, et les besoins soit des enfants, soit des personnes en situation de handicap pour certains moments, et que ça peut créer des problèmes et des gros blocages. Quelles seraient les solutions? Discuter, ce serait du coup à l'enfant de dire aux parents, en fait, non? Alors, on revient à la question de tout à l'heure. La première question, qui était une question quand même, je pense qu'il faut absolument pas entendre par rapport même pas à la méthode psychanalytique ou au dogme psychanalytique, mais surtout à ce que ça a pu apporter. C'est-à-dire justement de se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la sexualité. Et que les parents eux-mêmes sont souvent pas très au courant de leur propre évolution sexuelle, ou parfois ils ont aussi des interdits, ils ont aussi toute leur histoire qui fait que pour eux c'est difficile d'aborder ça avec les enfants. Et puis c'est aussi la question de la pudeur, c'est aussi la question de l'intimité, c'est la question du corps, il y a l'évolution de la société aussi, ne serait-ce que, moi je vois bien même l'évolution de ce qui est appris aux parents pour la toilette des enfants. Hein, eh bien, si on se réfère à ce qui se passait il y a 30 ans, on n'apprenait pas aux mamans ou aux pères à faire la toilette de la même façon qu'aujourd'hui, même des tout petits. Hein. Et donc, voilà, donc il y a des évolutions sociétales aussi qui font que tout ça évolue et évolue aussi avec la société. Et, voilà. Donc, je crois que la sexualité humaine, ce qu'il faut quand même, à mon avis, retenir, c'est que c'est justement pas du scientifique pur, même si on peut faire des études scientifiques, mais c'est surtout de la subtilité, de la subjectivité, enfin voilà, c'est des choses qui nous échappent la plupart du temps. Hein, la plupart du temps, et que c'est les enfants parfois qui peuvent être dérangeants dans leurs questions, parce qu'il y a aussi des enfants qui dérangent les parents dans leurs questions, parce que les parents ne savent pas trop comment répondre. La question par exemple du plaisir, comment parler du plaisir à un enfant, ça peut être compliqué suivant l'âge qu'il a.
Ouais, il y a des choses comme ça. C'est plus facile de parler de la petite graine, ça, on le sait bien, parce que ça, on est tous passés par cette éducation à la sexualité qui était très liée à la procréation. Mais dès qu'on sort de l'idée de la procréation, ça devient plus compliqué. Bah, la question du plaisir, du désir, ça on en parle la semaine prochaine avec toi d'ailleurs Joël le module 3. Donc si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler la semaine prochaine. Quelqu'un qui nous dit, et quelle place pour les pères aidants et pères médiateurs? Avant de répondre à cette question, ce serait peut-être bien de reposer la définition peut-être, si vous voulez bien. Isabelle ou Isabelle, si qui va nous répondre. J'étais en train de me dire, waouh, il faut que je retrouve la définition de père aidant. La père aidance, c'est une personne qui a une expérience qui lui est propre et qu'elle va pouvoir développer. Et donc, elle va amener aussi à échanger. Alors, c'est pas, je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est tout ce qui est la situation particulière que va développer la personne. Donc, si elle a un handicap, si elle a une maladie, si elle a une expérience sur un tel sujet parce qu'elle a vécu cela. Alors, je parle de maladie, d'handicap, mais ça peut être tout autre chose. Hein, ça peut être la conduite ou autre. Hein. Et donc, c'est ce qu'elle a acquis de façon de compétences techniques, sans que ça soit un savoir autre, c'est plutôt un savoir-être, hein, un savoir qu'on utilise dans son quotidien, qu'on a appris par la force des choses. Et donc, ça concerne en fait le quotidien de la personne. Et là, on peut dire que ça peut concerner sa vie personnelle, son intimité, sa sexualité, sa vie sociale, sa conjugalité, parentalité. Si Florence était là, parlerait sûrement de la parentalité et de comment elle accompagne et elle soutient des personnes en situation de handicap. Donc voilà, la pérédance, c'est tout ce que les Américains appellent la pérémulation. C'est comment on amène cette expérience-là à devenir quelque chose qui peut aider les autres. Père, P-A-I-R, hein, pour tout le monde, père légal. Donc, du coup, quelle place pour la père aidance dans l'éducation à la santé sexuelle? Eh bien, puisque c'est un peu ce que je fais, c'est trouver un juste milieu entre ce que les personnes savent et l'éducation qu'on peut compléter. Et donc, moi, je pense souvent aux personnes qui ont des diabètes. Elles viennent amener, lorsqu'elles sont hyperédentes sur l'éducation thérapeutique, elles viennent amener leur propre expérience du quotidien, que parfois les professionnels oublient. À chacun parce que ça peut les concerner, ça peut ne pas les concerner. Et donc, c'est comment ils vont trouver des petites choses du quotidien qui n'existent pas hein, dans le professionnel et comment elles vont leur expliquer ce qu'elles font elles. Ça ne veut pas dire que la personne en face va faire la même chose, mais par contre, ça va lui donner une idée, ça va lui apporter des réponses pour qu'elle puisse l'adapter dans son quotidien. Et je pense que c'est le plus important, ce n'est pas toujours faire comme l'autre, mais en tout cas, c'est de savoir que les autres ont trouvé des solutions qui leur correspondent. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi envisager avec les adolescents ou les jeunes ou même les enfants, quand on sait que c'est parfois plus facile de s'adresser, de poser des questions, de se renseigner auprès de quelqu'un qu'on connaît, qui a notre âge, notre expérience. On dit toujours que c'est plus facile de poser la question à quelqu'un qui a la même difficulté. Alors ça l'est et ça l'est pas. Ça dépend à quel moment on a fait son cheminement. Ben oui. Si on ne l'a pas fait, je ne pense pas que ce soit plus simple de poser une personne qui nous ressemble dans le handicap, dans la maladie. Mais par contre, si on a fait ce cheminement-là, on est dans la capacité de répondre. Et il faut aussi que la personne en face ait fait aussi son propre cheminement sur ce sujet. Donc je pense que... Oui, mais je suis d'accord avec Isabelle, je pense que ce n'est pas toujours vrai parce qu'on voit par exemple dans quelque chose qui concerne la santé sexuelle des femmes, par exemple la douleur. Au moment des rapports sexuels. Alors, je parle en tant que clinicienne, parce qu'évidemment, moi, j'ai une position de clinicienne, hein, donc je m'occupe de difficultés sexuelles, mais quand on entend certaines femmes qui racontent leur histoire sexuelle et qui finalement peuvent avoir mal pendant les rapports sexuels, parce qu'elles ont entendu que ça faisait mal. Parce que,
alors c'est pas un père aidant parce qu'il n'est pas défini comme ça, mais une autre femme, leur mère, leur grand-mère, enfin, elle leur a dit, oh là là, ma pauvre chérie, tu vas voir comme ça fait mal la première fois. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là. Donc, alors, c'est pas le cas du père aidant, j'ai bien compris, mais ça peut être aussi, ça dépend aussi de ce qui est dit et de la façon dont la personne qui est soi-disant aidante va euh, parler de son expérience. Alors, je peux peut-être rebondir un petit peu là-dessus, justement, par rapport au père aidant, père émulateur, patient expert, toutes ces notions qui sont un petit peu connexes. Et pour que l'intervention, voilà, du père aidant soit efficace, il faut que ce père aidant il soit formé. Parce Voilà. que ce père aidant, il va transmettre un savoir expérientiel. Mais pour pouvoir le transmettre, avoir la bonne posture, eh bien, en fait, il faut qu'il soit lui-même formé pour pouvoir transmettre les choses et qu'on ne soit pas simplement sur une simple évocation de sa propre situation. Il faut que le père aidant puisse prendre du recul et qu'il puisse se servir de ce savoir expérientiel, qu'il apprenne la posture et qu'il puisse justement tenir cette bonne posture pour pouvoir transmettre, et notamment en matière de santé sexuelle ou de sexualité. Pour cela, il faut qu'il soit formé. D'où les diplômes, notamment avec Isabelle, qui a été formée en tant que père aidant par le diplôme personne experte en situation de handicap. C'est ce que l'on apprend, c'est avoir cette posture pour ensuite pouvoir intervenir en tant que personne experte, patient expert ou plutôt père aidant pour le terme un peu plus général. Voilà. C'est aussi pour ça que dans nos formations, justement, puisque on dirige tous, on dirige des mois des diplômes, on propose justement toujours ces groupes d'analyse de la pratique qui sont extrêmement importants parce que justement parce que la matière qu'on travaille, elle est extrêmement sensible à la projection, hein, on le sait bien, même si on est formé. Il ne suffit pas d'être formé, il faut aussi apprendre à se regarder dans cette matière particulière qui est la santé sexuelle. Moi, je suis d'accord sur la formation. Je pense que pour prendre du recul, il faut aussi apprendre des techniques et savoir prendre du recul. Et je pense que c'est la formation vient compléter en fait toute l'expérience qu'on a pu accumuler au fil des années. Faire qu'une seule formation, je pense que c'est pas suffisant pour être père aidant. Par contre, ne pas faire du tout de formation, et on le sait pour les savoirs, pour les personnes, pour les patients experts ou les patients formateurs, il y a une nécessité quand même d'avoir des technicités, une pédagogie, une manière d'aborder les choses et de ne pas confondre son propre cas avec celui de l'autre. C'est le grand risque. Il y a les histoires personnelles, mais il y a aussi les croyances. Il n'y a pas que les histoires personnelles, il y a aussi les croyances qui sont véhiculées et qu'on ne maîtrise pas. Parce que finalement, on ne maîtrise pas tout. Hein. C'est totalement voilà, illusoire de penser qu'on maîtrise tout. Donc, on a parfois des croyances à l'intérieur de soi-même qui nous viennent de toute l'histoire, etc., qui peuvent être aussi liées parfois à des croyances spirituelles, religieuses, politiques. Enfin, voilà, on a des croyances. Et ces croyances-là, il faut aussi savoir les mettre à distance. Donc, c'est tout un travail. C'est pour ça que le père aidant, il a un sacré travail à faire aussi. Hein. Ce n'est pas le travail du thérapeute, c'est encore autre chose. Mais dans le passage d'expérience ou le passage de ce qui peut justement apporter à l'autre dans une forme d'égalité, puis c'est une forme, enfin, si je ne me trompe pas, hein, une forme d'horizontalité là, qui est importante, eh bien, il doit aussi apprendre quand même à prendre de la distance par rapport à ses propres croyances et sa propre histoire, parce qu'encore une fois, on est dans une matière particulière. Je pense que c'est plus facile dans d'autres matières, parce qu'il y a des matières où on n'est pas forcément impliqué. Par exemple, le diabète. Alors, c'est vrai que si on est père aidant dans le diabète, ça veut dire qu'on a été soi-même diabétique, si j'ai bien compris. Hein. Mais c'est vrai que, bon, on peut, par exemple, traiter des diabétiques sans être soi-même diabétique quand on est thérapeute. Donc, voilà. Alors que la sexualité, elle touche absolument tout le monde, à tous les degrés. Et voilà. Et ça, c'est, à mon avis, la particularité de notre spécialité, à vous comme éducateur, à nous comme thérapeutes. Parler des diabètes, parce que dans les diabètes, on oublie souvent la problématique de la sexualité. Parce que dans le diabétique, il y a
une contingence de médicaments qui rentre et qui va amener des effets secondaires. Et souvent, les effets secondaires ne sont pas les mêmes pour les personnes, mais par contre, parfois dans la sexualité, c'est la même problématique. Et les personnes ont souvent peur d'en parler parce qu'elles ont déjà le diabète et il faut vous soigner, etc. Et à un moment, j'aurais pu donner un autre exemple, hein, mais c'est aussi une maladie invalidante d'une certaine manière. Et à un certain moment, d'avoir un père qui va comprendre quelle est la difficulté et qui va pouvoir amener la personne et dire ben, peut-être que là il faudrait que tu consultes parce que c'est pas toujours la père aidant qui va trouver les solutions et peut-être justement dire là je n'ai pas de réponse mais peut-être que tu peux aller consulter ou un tel parce que cette personne-là a aussi l'expérience et qu'elle est allée rencontrer tel ou tel médecin et qu'elle a trouvé des médecins qui sont compréhensibles et qui sont ou des professionnels de santé qui sont à l'écoute. Il y a quelqu'un je pense qu'il avait besoin de précision et qui demande en quoi est formé le père aidant. Mais il y avait une petite feu de frappe et au début, c'était en quoi est formé le père aimant. C'est une vraie question. Mais du coup, en quoi est formé le père aidant? Si l'une veut compléter, ça va dépendre de l'expérience de la personne. Exactement. Donc, tout le monde peut être père aidant en fonction de son expérience. Voilà. Ingrid, si vous voulez compléter. Ouais, il va falloir quand même acquérir quand même des compétences, au moins, comme Joël l'expliquait tout à l'heure ou Isabelle, sur la posture. Parce que, bien évidemment, il y a le savoir expérientiel qui est le point de départ, hein, de la transmission, parce qu'on sait que ça fonctionne extrêmement bien, la transmission par les pairs. Hein. Notamment, ça a été le cas et ça a été largement démontré dans le cadre du VIH, hein, que les patients atteints, là on est plutôt dans le volet patient expert, hein, que le patient atteint du VIH a été extrêmement important dans la prise en charge des autres patients parce qu'ils connaissaient très bien leur pathologie, voire mieux que les soignants eux-mêmes, et que donc par ailleurs les patients qui étaient donc accompagnés par ces autres patients, et bien ensuite étaient plus observants dans le cadre de leur traitement, étaient mieux pris en charge, et puis on sait que c'est extrêmement efficace. Donc ensuite, si jamais le père aidant veut on va dire se professionnaliser ou du moins se perfectionner pour avoir une activité à ce titre-là, eh bien, il faut qu'il ait quand même des notions sur cette posture, notamment déjà sur savoir ce qu'est le père aidant, savoir faire la différence entre les différentes techniques d'intervention en père aidant, suivant qu'on va se trouver par exemple sur de l'éducation thérapeutique ou plutôt sur de la médiation, et puis qu'il apprenne effectivement à avoir ce recul et cette bonne posture pour pouvoir être un intervenant qui va permettre l'accompagnement de ses pairs. Voilà un petit peu pour résumer. Et puis après, la formation, elle va être plus spécifique en fonction de l'accompagnement qu'il veut faire dans telle ou telle spécialité ou telle matière. C'est ça. Alors moi, Georgina, aussi, je voudrais revenir sur le petit lapsus là, qu'Alimi, lapsus écrit, hein, du père aimant. Du père aimant. Alors moi, je trouve que c'est un joli lapsus parce qu'effectivement, c'est toute la question de l'amour de l'autre qui se pose en fait et de la relation d'aide. Alors, et justement de la distance qu'on peut prendre par rapport à, bon, on a parlé de nos émotions, etc. tout à l'heure, mais aussi de ce que le père aidant, et le père peut-être aimant aussi, eh bien, peut renvoyer de cette expérience bien cadrée avec ce que disait Ingrid, évidemment un apprentissage, etc. Mais aussi, c'est aussi un humain. Hein, c'est pas comme il n'y a pas le rôle du scientifique qui connaît tout. Alors maintenant, c'est vrai on évolue quand même dans la médecine, hein, par rapport à ça, mais on a quand même encore un peu cette aura-là. Le médecin qui sait tout, le psy qui sait tout, voilà. Et les patients, d'ailleurs, nous renvoient ça. Hein. Alors que dans la dynamique du père aidant, eh bien, il y a d'abord un humain face à un humain, hein, qui est, voilà, et avec une expérience commune. C'est quand même ce qui fait lien, me semble-t-il. Mais après, la position du père aidant, elle doit être aussi travaillée. Et elle est très complémentaire du soignant. Voilà. Oui, tout ça, de toute façon, ça vient en complémentarité. C'est pas l'un ou l'autre. Hein, je voudrais quand même rajouter que le père aidant, c'est pas une personne qui vient témoigner. C'est ça. Oui, ça c'est juste. Un professionnel de santé.
Moi, j'entends souvent, en tout cas dans l'éducation thérapeutique, dire je ne suis pas là pour témoigner. Et c'est vrai, elle n'est pas là pour parler de sa problématique, elle est plutôt pour parler de façon plus générale et d'écouter aussi, parce que je pense que le père aidant est à l'écoute. Il ne va pas faire à la place d'eux, il ne va pas accompagner la personne à tout faire, elle va plutôt l'écouter et comprendre comment elle a surmonté ces choses-là et comment, avec une certaine posture, comme disait Ingrid, ou avec la formation, on peut tout simplement trouver des solutions. Et en même temps, il y a eu des grands thérapeutes comme Milton Erickson, par exemple, qui est un psychiatre américain, qui est un des grands spécialistes qui a renouvelé complètement l'hypnose. Il est parti de son handicap. Hein, il avait une poliomyélite et il est parti pour aider ses patients de son handicap. Donc, c'est aussi intéressant parce que finalement, il a utilisé entre guillemets, son propre handicap pour pouvoir aider thérapeutiquement ses patients. Et c'est comme ça qu'il a relancé l'hypnose dans les années 55 aux États-Unis. Intéressant. Donc, c'est un très bel exemple, ça. C'est souvent comme ça qu'on trouve des solutions techniques aussi pour le handicap. Voilà. Ouais. On a, alors, sur un autre sujet, qui rebondit sur un sujet précédent, un témoignage, donc qui revient sur la question des lits doubles, lits simples. Elle dit, je trouve intéressante cette question. J'ai vécu pendant 6 ans dans des résidences étudiantes jusqu'à mes 25 ans. À chaque fois, je n'y avais qu'un lit simple et des petits lits, hein. À chaque fois, une année d'ailleurs, j'ai reçu un avertissement pour un hébergement de personnes parce que mon copain de l'époque dormait chez moi après nos moments intimes, serrés à 2 dans ce petit lit. Est-ce qu'on peut considérer que d'une certaine façon, ne pas fournir aux étudiants de logements avec des lits doubles ni leur sexualité à 2 ou plus, et donc leur droit d'avoir une vie sexuelle? Oui, ça pose la question du social, ça pose la question du cadre social, mais moi je trouve que ça peut être bien d'être à 2 dans un petit lit, donc ils ont trouvé leur solution. Mais bon, je crois que la question elle est ailleurs, elle est plutôt du côté de la reconnaissance sociale du couple et de ce qui peut se passer dans un lit double. C'est sûr qu'on peut poser la question comme ça. Ceci dit, on ne fait pas l'amour que dans un lit. C'est amusant, hein, parce que moi, je donne souvent l'exemple des étudiants pour les lits simples et pour les personnes en situation de handicap. Je fais souvent la comparaison. Je dis souvent que la seule différence entre la personne handicapée et la personne étudiante, c'est que la personne handicapée a beaucoup plus de mal à jouer les acrobates dans un lit simple. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'était pour justifier c'était sympa d'avoir un lit double, mais oui, je suis un peu comme Joël, il faut peut-être trouver d'autres solutions que le lit alors. C'était plus du côté institutionnel, quoi. Est-ce que c'est pas de la part des institutions un peu une entrave au droit à une vie sexuelle? Ils estiment, je pense que c'est l'hébergement d'une personne, donc un lit simple suffit. Est-ce que c'est de là nier leur droit à avoir une vie sexuelle? Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là quand même. Oui, puis on peut... Mais je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Le lit est un lieu, bon, effectivement, on peut faire bien ailleurs, mais en même temps, il y a la vie, c'est s'adapter aussi. Donc, voilà, je pense qu'il peut y avoir des adaptations. Après, qu'il y ait une intention, la question, elle est plutôt là, est-ce qu'il y aurait une intention de brimade par rapport au petit lit? C'est ça la question. J'ai bien du mal à répondre à ça, moi, je ne sais pas. En tout cas, je pense que... Moi, je ne peux parler que de l'handicap. Moi, je dis qu'un lit simple pour une personne handicapée, c'est une contrainte. Oui, bien sûr. La sexualité, hein, de se libérer. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de faire, si elle peut, de faire que dans le lit, ben, elle fait bien comme elle le souhaite, mais je pense que c'est vraiment une contrainte, surtout si on vit en foyer médicalisé et que le seul lieu de vie, c'est celui-là. On pourrait dire la même chose dans les EHPAD, des lits simples. Avec toutes les contraintes que ça amène, hein, les sorties un peu régulées, etc. Hein. Je vois que quelqu'un lève la main pour intervenir. Est-ce que c'est pour une question, Camille? Est-ce que c'est une question Non, en fait, c'est par rapport
simple. Enfin, je sais que je suis étudiante et avec ma copine, quand j'allais dans sa résidence étudiante, justement, elle avait un lit simple. On était dans 9 mètres carrés et vraiment, le lit, déjà, c'était un lit en fait qui descendait. Donc, déjà, on était bloqués entre deux murs, entre son bureau et le mur. Et après, je pense que c'est surtout une question de praticité pour gagner un maximum de place. Je pense pas que ce soit vraiment fait exprès, mais c'est peut-être aussi pensé pour ça. Mais je pense que c'est juste en quelque sorte, le bonus pour éviter que ce soit trop le bazar. Parce que je sais qu'il y a des résidences étudiantes où ça peut vite devenir. Les murs sont vraiment très, très fins. Donc, je pense que aussi, ça peut être aussi pour calmer un peu les ardeurs de certaines personnes. Mais après, par rapport au fait de trouver d'autres endroits à le faire, je sais que sa chambre faisait 9 mètres carrés, que ce soit genre le bureau, il n'avait clairement pas la place, il n'était pas assez solide en plus de ça. La salle de bain, c'était même pas la peine. Donc, clairement, il n'y avait que le lit comme option ou le faire debout. Donc, c'était pas hyper pratique, quoi. Donc, après, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais Oui, alors on pourrait presque imaginer l'inverse, des résidences étudiantes où il y aurait des lits ronds énormes. Ça aurait aussi, ça susciterait aussi un imaginaire. Donc, oui. je ne sais pas si c'est du côté effectivement de la restriction, parce que moralement, voilà, on veut enfermer les gens dans des petits lits et des petites chambres, ou est-ce que, parce que si on imaginait l'inverse, on aurait aussi de l'imaginaire qui pourrait fonctionner. Et, enfin, ça n'arrivera sans doute jamais, mais voilà, je sais pas. Enfin, c'est une. Je peux comprendre que ça représente une contrainte, par contre, dans certains cas. Après, je pense que la raison principale, c'est surtout au niveau financier et pour optimiser au mieux la place pour Oui. les étudiants. Je pense que c'est surtout ça. Donc, Mais il semblerait que dans tous les cas, que ce soit en établissement, en internat, dans les EHPAD, dans les résidences étudiantes, c'est pas l'intimité et les besoins intimes de partage qui priment, mais plutôt le oui. nombre de lits qu'on peut caler par résidence, quoi. C'est sûr que niveau intimité, on entendait son voisin, genre on entendait sa porte, on entendait son micro-ondes biper, genre c'était vraiment aucune intimité. Donc c'est sûr que, les murs c'était du papier. Donc bon, après je sais pas les autres résidences étudiantes, mais en tout cas de ce que j'ai toujours entendu, même au niveau d'autres étudiants, apparemment toutes les résidences sont un peu comme ça, très étriquées, très serrées, très pas beaucoup d'intimité, quoi. Merci Camille pour votre témoignage. Là, je reçois Bon, je pense que ça risque d'être la dernière question. Le temps passe vite par écrit. Une question qui pose, je pense, qui soulève des thématiques larges et voilà. Est-ce que deux personnes qui ont clairement des niveaux de maturité je lis, maturation psychosexuelle et émotionnelle différentes peuvent réellement avoir des rapports sexuels consentis et égalitaires? Alors là, ça pose évidemment toute la question des valeurs qui soutiennent la santé sexuelle, c'est-à-dire effectivement la question de l'égalité de la maturation. C'est très bien de la maturité, ça, en ce moment, on est en plein dedans, c'est-à-dire que toutes les réflexions qu'il y a autour de la sexualité entre enfants et adultes, qui à une période a été mise au devant de la scène et qui aujourd'hui est mise au devant de la scène malheureusement autrement, parce que voilà, heureusement on est en train de remettre tout ça en cause. Ça dépend ce qu'on entend du coup par maturité et maturation. Si la maturité et la maturation, et c'est l'âge de la sexualité, c'est-à-dire 15 ans maintenant, 18 ans, puisqu'il y avait deux âges qui ont été, voilà. Mais on a aussi des adultes qui sont immatures sexuellement. La maturité sexuelle, c'est pas seulement celle liée à l'âge. Alors, celle liée à l'âge, c'est clair, la loi, et ça Ingrid pourrait le dire aussi, la loi est relativement claire maintenant par rapport à ça. Après, on peut avoir 40, 50 ou 60 ans et être totalement immature sur le plan sexuel. Donc, voilà, donc il y a il y a deux angles, en fait. Il y a un angle légal qui est lié à l'âge légal, et puis il y a un angle de maturation personnelle qui est bien autre chose. Et ça, nous, on le rencontre tous les jours quand on rencontre des couples qui n'ont pas du tout la même maturité ou la même maturation sexuelle et qui viennent avec ce handicap pour pouvoir se retrouver.
hein. Et puis après, on peut y mettre beaucoup d'autres choses derrière, la question des schémas, la question de l'éducation, la question des interdits, la question, enfin tout ça, voilà. Mais c'est deux plans différents, je pense. Il y a le plan de la loi, pour le coup, et il y a le plan de la maturation qui est celle de chacun et à son rythme, avec cette idée de construction qui m'est chère. Ingrid, est-ce qu'on fait une petite Oui. rappel? Oui, je peux simplement rebondir effectivement plutôt sur les notions qui sont stipulées par la loi. Alors, il y a cette notion de majorité sexuelle, entre guillemets, qui n'existe pas parce qu'il n'y a aucun texte qui nous l'indique. Mais au regard des infractions, mineurs de moins de 15 ans, mineurs de plus de 15 ans, donc cet âge pivot de 15 ans pour les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et une personne majeures, donc qui sont interdites par la loi, même si le mineur est consentant. Et puis ensuite, les relations sexuelles entre un majeur de plus de 15 ans et une personne majeure, donc là, sont autorisées, sauf si le majeur est un ascendant ou une personne ayant autorité. Donc voilà, on est plutôt sur ces notions d'âge, plus de 15 ans, moins de 15 ans, même si c'est à la réflexion, effectivement, aussi ces notions, et ces notions surtout de consentement avec l'âge qui sont également en discussion. Mais voilà, ces notions-là sont plutôt des notions d'âge et accolées à des notions de loi au niveau pénal par rapport à la répression qui en est faite sur ces relations sexuelles et les éventuelles infractions qui y sont liées. Très bien. Merci beaucoup pour... La loi est là d'ailleurs maintenant. Je pense que ça c'est très important parce que ça a tellement été flou et tellement été... voilà, et que ça a fait le lit aussi de beaucoup de déviances, enfin d'abus, etc. Donc espérons que je sais pas si ça changera les comportements, on peut toujours espérer. Et je pense que ça va être l'heure déjà, c'est passé très vite. Merci beaucoup à toutes les trois pour toutes ces questions. Merci à toutes les interventions, les témoignages, les rebondissements sur les témoignages, c'était très sympathique. On vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines, on va faire un rendez-vous toutes les 2 semaines pour suivre ce MOOC jusqu'à la certification finale. Passez à tous une bonne soirée. Merci Ingrid, merci Joël, merci Isabelle. Et puis à très vite. Et puis bonne continuation sur le MOOC Right Sex and Education par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains.